Bonjour à tous, bienvenue à notre atelier Benchmark des bonnes pratiques sur les réseaux sociaux. Donc, pour débuter l'atelier, on a décidé de se présenter d'une manière originale. Donc, on a fait des infographies de nos comptes Twitter. Donc, c'est un peu comme une compétition. Donc, Mathieu Bruck, ici présent, qui travaille pour l'Auvergne et qui est aussi blogueur chez itourisme.info. Donc, on peut voir Mathieu ici, selon l'infographie. C'est un geek, bien sûr, et il est vraiment acharné sur son travail et il aime les chats, visiblement. Mais bon, c'est pas la vérité toute crue. Tout à fait. Oui. Ouais, je démentis, je n'ai pas spécialement une affinité avec les chats, je les déteste pas non plus, mais ouais. Avec les LOL4 peut-être. Donc Karine, que je présente, qui nous vient tout droit de Montréal, donc elle a fait un long déplacement, qui travaille chez Adviso en fait à Montréal en tant que stratège web. Et donc on va vous parler des réseaux sociaux et on va essayer de faire un petit benchmark et un petit tour d'horizon en fait des réseaux sociaux et des différentes applications qu'on a trouvé pertinentes de vous partager all around the world. Bon, moi mon accent anglais est très très limité, donc ça sera la seule que vous aurez en anglais, phrase, et je laisserai Karine après s'exprimer. Juste pour démarrer en fait quelques idées sur les reçues sur les réseaux sociaux. On entend beaucoup dire que c'est gratuit. Alors c'est pas forcément gratuit parce que quand on rapporte au coût humain derrière qui est nécessaire en termes d'animation, voilà, c'est des coûts qui sont des coûts humains importants et qui représentent du temps et de l'investissement. Et puis il y a aussi des modèles qu'on appelle des versions de base en fait gratuites et puis des versions premium sur les réseaux sociaux. Donc par exemple sur Flickr, on peut avoir une version payante et qui apporte des services supplémentaires. Donc c'est pas toujours gratuit. C'est vrai que la tendance Web 2 a généré un petit peu cette idée reçue de dire le Web 2 c'est gratuit. Je crois qu'il faut s'enlever cette idée reçue là de la tête, notamment quand on voit ce que ça représente en termes d'animation. C'est pour les geeks ou les ados? Non, pas du tout, parce que quand on regarde aujourd'hui les statistiques sur Facebook, par exemple, il y a beaucoup de personnes en fait qui sont entre 25 et 65 ans. Donc c'est aussi un cœur de cible pour le tourisme, puisque c'est des potentiels acheteurs. Et puis il y avait une étude aussi qui disait que finalement les personnes âgées aimaient bien se retrouver sur Facebook, parce que du fait qu'elles avaient perdu un petit peu en mobilité, ça leur permettait de rester en contact finalement avec leurs proches et de maintenir un lien social. Et donc aujourd'hui, on sait que voilà, le lien social, c'est la base de toute relation humaine, donc c'est vrai que c'est important. Et c'est aussi qui s'explique, à mon avis, aujourd'hui le succès de Facebook. Bon, sans faire de sociologie de comptoir, parce que c'est pas du tout mon métier, mais voilà, c'est vrai qu'on est dans une société de plus en plus qui va de plus en plus vite et on a tendance à perdre un petit peu le lien social avec les autres. Et finalement, Facebook et les autres réseaux sociaux permettent de maintenir ce lien social et c'est, je crois, un des facteurs aujourd'hui d'explication du succès de ces réseaux. Alors la liberté personnelle, c'est important aussi parce c'est à mon avis une question existentielle par rapport à la pérennité des réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup, enfin quelques-uns à mon avis, je ne les ai pas comptés, mais dans mon entourage, particulièrement aussi, se disent voilà, moi je vais pas sur Facebook parce que ça me fait peur et j'ai pas envie de tout partager, j'ai pas envie que ma vie privée soit publique. C'est vrai qu'il y a un certain risque. Ceci dit, Facebook de plus en plus met en avant des paramètres de confidentialité pour permettre justement de gérer sa liberté personnelle. Et puis juste, peut-être un petit conseil, c'est que si vous n'avez pas envie qu'un jour quelque chose soit rendu public, il ne faut pas le publier sur Internet, voilà, quel que soit le support. Alors les amis, voilà, ça aussi c'est une idée reçue, mais on va y revenir peut-être cet après-midi pour ceux qui suivront l'atelier. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est pas tellement une stratégie de nombre en fait, c'est surtout une stratégie de fidélisation et d'engagement. Donc là-dessus, voilà, simplement dire j'ai 5000 amis ou 80 999, c'est un fait, mais c'est pas une fin en soi. Et puis qu'est-ce que ça me rapporte? Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'outils qui permettent de mesurer justement le retour sur investissement. Ils ne sont pas parfaits parce qu'ils sont quantitatifs, et les réseaux sociaux, on analyse plutôt le qualitatif. Donc il y a des nouveaux outils qui viennent sur le marché, qui sont de plus en plus performants et qui demain permettront certainement de mesurer
encore mieux le retour sur investissement. Je vais laisser Karine un petit peu parler de stratégie, parce que c'est important aussi la stratégie sur les médias sociaux. Donc, on va vous présenter des exemples de meilleure utilisation des médias sociaux à travers le monde. Par contre, avant de commencer, c'est quand même bon de commencer par le commencement et avoir une bonne stratégie. Donc, en fait, pourquoi une stratégie web en tourisme? Bien, on le sait, on en a discuté aujourd'hui et hier également. Pour connaître le voyageur, ses comportements de planification de voyage en ligne, qui est très, très important. Également, connaître son processus décisionnel d'achat. Par processus décisionnel, je veux dire tout l'ensemble du cycle de vie du voyageur dont vous êtes maintenant, je crois, tous des experts. Et le tourisme est également un achat à forte implication. On le sait, donc on veut vraiment être rassuré en fait que ce que l'on va acheter est le mieux. Donc, voilà pourquoi ça prend une stratégie web qui est primordiale. Stratégie web qui peut passer par les médias sociaux, par un site web, par un site mobile, par plein d'éléments, mais aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur les médias sociaux. Donc, on passe à la slide suivante. Avant de se lancer, réfléchir. Donc, ça, c'est une slide que j'aime beaucoup lorsque je fais des formations en médias sociaux. Donc, selon vous, à votre gauche, quel type de personne est-ce à votre gauche? Pas tous en même temps. OK, donc je vais vous aider un peu, à moins que vous ayez de la difficulté à comprendre mon accent, mais bon, je vais faire des efforts. En fait, c'est un vendeur de voitures usagées. Donc, on voit qu'il est un peu ratoureux dans son approche. Lui, il veut vendre à tout prix, il veut bombarder les gens d'un message pour arriver à son objectif final, la vente. Donc, nous, en bon québécois, on appelle ça un vendeur de char. Mais bon, pour vous, c'est un peu exotique, là, mais bon, je voulais introduire cette expression-là. Donc, lui, et à droite, on voit des jeunes qui sont à un party, donc qui font la fête. Est-ce que vous pensez que le vendeur de voitures usagées, avec son approche de vendeur agressif, va réussir à parler aux jeunes qui sont en train de faire la fête, de s'amuser avec son approche super agressive et promotionnelle? Pardon? Oui, peut-être. Le lendemain, suite à un accident de voiture, peut-être bien. Mais on voit qu'il va avoir de la difficulté à s'introduire parce que c'est pas du tout le même contexte. Les jeunes sont dans un contexte ludique et ils ne veulent pas se faire bombarder d'informations publicitaires. Donc, c'est exactement le même parallèle dans les médias sociaux. Donc, au niveau des médias sociaux, il ne faut pas justement créer une page Facebook, un compte Twitter, puis juste relayer de l'information promotionnelle, bombarder les utilisateurs avec cette information-là, puisque eux sont dans un cadre ludique. Donc, il faut apporter de l'information à valeur ajoutée. Donc, c'est toujours cela qu'il faut se rappeler lorsque vous faites une stratégie médias sociaux. C'est d'avoir un bon ballon entre les deux, puis toujours avoir une information bonne et à valeur ajoutée. Donc, par la suite, toujours dans le même aspect, donc on parle un peu de stratégie où on va commencer. Avant de se lancer, il faut réfléchir. Donc, est-ce qu'on tente de sauter des étapes? Est-ce qu'on veut vraiment aller directement sur Facebook, sur Twitter? On veut des QR codes, tout ça. On veut une application mobile, mais il faut retourner à la base. Pourquoi? Donc, c'est important de suivre ces 3 étapes-là à la base. Donc, premièrement, est-ce que vous avez une offre de contenu formelle? Donc, par offre de contenu formel, j'entends un bon site web, en fait, qui est facile à naviguer, qui a du bon contenu. Donc, je sais qu'on a parlé beaucoup du bon contenu hier lors des rencontres, donc c'est vraiment primordial. Et en fait, oui, qu'il y a des belles images qui vont permettre de convaincre le touriste d'aller à la destination ou directement chez vous, chez le prestataire touristique.
Donc, une fois qu'on a un bon site web avec des bons contenus bien référencés, une bonne ergonomie, on va aller à l'étape 2 avant d'aller dans les médias sociaux. Par contre, il y a beaucoup de gens qui vont sauter de l'étape 1 à l'étape 3 directement. Ils vont dire, j'ai un bon site web, je me lance directement sur Facebook puisque c'est ce que j'ai entendu, c'est la meilleure chose à faire. Donc, il faut faire attention parce que avant d'aller dans les médias sociaux, il faut avoir du contenu intéressant à partager. Donc, est-ce que vous avez des contenus à saveur sociale? Donc, par contenu à saveur sociale, j'entends, premièrement, contenu à valeur ajoutée, donc je l'ai dit tout à l'heure, mais aussi des contenus que les gens ont le goût de partager dans les médias sociaux. Donc, par exemple, des récits de voyage, ça peut être intéressant à partager. Si vous avez des photos des voyageurs, des vidéos qui ont été faites par les voyageurs. Donc ça, c'est le type de contenu qui est intéressant, que les gens ont le goût de partager. Une fois que vous avez ce contenu-là en main, et vous pouvez l'avoir via des concours ou d'autres initiatives, là, on peut y aller vers une stratégie sociale. Et la stratégie sociale, c'est là qu'on va déterminer c'est qui nos clientèles cibles, c'est quoi nos objectifs, c'est quoi le message qu'on veut communiquer, et sur quel site de médias sociaux on va aller, puis quel message on va communiquer par type de médias sociaux également. Donc, tout ça est très important à tenir en compte avant d'aller de l'avant avec une stratégie sociale. Donc, ensuite, on arrive avec les utilisateurs. Donc, ça, c'est une règle du pouce qui est quand même très, très intéressante à garder en tête s'il y a des gens dans la salle qui font de l'animation de communauté, par exemple, ou si vous êtes un gestionnaire, vous voulez engager quelqu'un, en fait, qui va faire de la gestion de communauté. Donc, c'est une règle du pouce, donc c'est pas scientifique. Par contre, qu'est-ce que ça dit? C'est 100% des gens vont profiter du contenu dans les médias sociaux, 10% vont l'ajouter, le modifier ou vont participer activement et 1% vont créer des espaces, des groupes et des discussions. Donc, je vais prendre un exemple concret pour bien vous faire comprendre. Par exemple, si on est une destination touristique, on a une page Facebook, on va intégrer une photo de la destination, par exemple une photo de Pau. Donc, 100% de vos fans vont voir la photo. Parmi ceux-là, il y en a 10 qui vont soit la liker, soit la commenter, soit la partager avec leurs autres amis Facebook. Donc, il y a une interaction. Donc, ça, c'est 10% des gens. Et il y a 1% qui vont créer des espaces, groupes et discussions. Dans ce cas-ci, ce serait une personne qui va télécharger une photo de la destination. Donc, toujours garder cette règle-là en tête lorsque vous parlez de stratégie médias sociaux, lorsque vous voulez animer une communauté. Justement, là, pour ne pas vous décourager si vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup d'interaction au départ. Donc, ensuite, quelques statistiques des médias sociaux dans le tourisme. Donc, 72% des voyageurs qui utilisent des sites de médias sociaux quotidiennement en séjour. Donc, on voit que les médias sociaux sont très utilisés une fois rendus à destination. Donc, les gens aiment partager leur expérience de voyage, partager des photos. Comme j'ai fait ce matin, j'ai partagé une photo de Pau à mes amis Facebook, sur Twitter, je fais mes check-ins sur Foursquare. Donc, je fais vraiment, en fait, vivre mon expérience de voyage un peu aux gens qui me suivent. Et 52% des utilisateurs Facebook sont influencés par les photos de voyage de leurs amis pour le choix d'une destination. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Puis vous avez d'autres statistiques juste à côté là, qui viennent compléter. Allez, après cette introduction un petit peu théorique, merci Karine, on va décoller pour un tour du monde donc sur les différentes applications sur les réseaux sociaux. Juste cette carte, en fait, elle donne une indication finalement. Et on voit bien que les réseaux sociaux ne sont pas présents partout. Facebook est le plus important, hein, c'est celui qui est en bleu, bleu foncé, bleu marine, je ne sais pas comment le qualifier. Mais par exemple en Chine, où il y a un lobby de la plupart des opérateurs du web, dont Google aussi, ça n'a pas du tout d'impact. Donc c'est vrai qu'on le verra après en faisant les différents continents, parce qu'on a choisi d'aborder finalement l'entrée par continent et par pays. On verra finalement en Asie aujourd'hui quels sont les supports qui sont intéressants, parce que c'est vrai que ce n'est pas du tout les mêmes que ce que l'on a l'habitude de parler ou de côtoyer quotidiennement.
Effectivement, donc on va commencer avec un benchmark en Amérique et Mathieu par la suite va faire l'Europe. Donc on va vraiment regarder les 5 continents. Donc le premier exemple, un exemple canadien, Toronto, qui est situé dans la province de l'Ontario au Canada. Donc, en fait, Toronto a fait une initiative assez intéressante, c'est Toronto is Trending. Donc, en fait, ils ont créé un site web où l'on voit 4, 5 genres de vidéos, en fait, qui montrent les différents quartiers de Toronto. Puis, on voit les tweets des gens qui parle de l'expérience de voyage de Toronto. Donc, c'est quoi qu'il y a à faire en ce moment, c'est quoi qui est trending, en fait. Pardonnez-moi l'anglicisme. Mais, donc, vous voyez sur l'image en haut complètement, donc on voit vraiment les gens se déplacent et on voit ce qui est in en ce moment à Toronto, donc c'est quand même assez intéressant. Et on a également une carte, en fait, qui est une carte Google Earth, qui permet de voir où sont les endroits où il y a le plus de check-in avec Foursquare. Donc, on suit vraiment la population locale, les Torontois, pour savoir c'est quoi qui est in en ce moment, parce qu'on sait, les touristes veulent de plus en plus vivre l'expérience locale. Donc, ils ne veulent pas nécessairement... comment je pourrais dire ça, ils ne veulent pas nécessairement se sentir catégorisés comme étant un touriste, puis juste aller voir les lieux très, très touristiques. Ils veulent aussi vivre l'expérience locale. Donc ça, c'est une belle initiative là, qui permet de répondre à cet objectif-là. Par la suite, on a également Tourisme Montréal, donc un exemple québécois cette fois-ci, et canadien. Donc, Tourisme Montréal et Toronto avec l'initiative Trompe ta ville. Donc, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais c'est quand même assez intéressant. En fait, c'est un genre de partenariat entre destinations. Puis, on a vu ça, oui, au Canada, mais il y en a aussi aux États-Unis, il y en a aussi en Australie. Donc, c'est quand même assez intéressant. Donc, ils ont créé, en fait, un genre de mur au centre-ville de Montréal et il y a un mur qui existe vraiment là, au centre-ville de Toronto qui est comme un peu un mur Skype. Donc, les Montréalais peuvent interagir avec les gens de Toronto. Et, en fait, l'idée, c'est que sur l'heure du midi, il y avait toujours une thématique une fois par jour. Donc, par exemple, on avait la thématique breakdance. Donc, ceux qui pratiquent le breakdance, les Montréalais, pouvaient aller montrer leurs connaissances aux Torontois. Les Torontois les voyaient puis pouvaient interagir. Donc, ce qui fait une sorte de compétition et qui crée un engouement pour la destination puisqu'on va avoir des Montréalais qui viennent à Toronto et inversement. Donc, c'est une initiative qui a très bien marché et puis qui peut être intéressante aussi pour des destinations touristiques françaises. Je crois qu'entre l'accent québécois et l'accent cévenol, on aurait dû prendre un traducteur. Ça met un peu d'exotisme. Est-ce que vous me comprenez bien? Oui, oui, je OK, plaisante. Parfait. Ensuite, on a une initiative avec Foursquare, donc la destination américaine de Chicago, qui est quand même assez intéressante. Donc, eux ont décidé de créer, en fait, des itinéraires touristiques selon les trois grandes expériences qu'ils ont au niveau de Chicago. Donc, on a l'expérience blues, l'expérience plus gastronomique avec le fameux hot dog américain. Et on a également l'expérience cinéma. Donc, l'idée, c'est que les utilisateurs, les voyageurs, lorsqu'ils arrivent à destination, ils doivent faire des check-in à des points spécifiques. Et ces points... Check-in, c'est anglais, mais du coup, c'est le fait de se géolocaliser avec son téléphone portable. Pour ceux qui ne sont pas au fait peut-être du mot et de l'application. Qui a été traduit d'ailleurs en français récemment et qui prend de plus en plus d'importance en France. Voilà, donc le jeu en fait, peut-être tu peux l'expliquer justement pour ceux qui ne connaissent pas. Oui, le jeu de Foursquare en fait, c'est un jeu de géolocalisation à saveur sociale. Donc,
vous suivez des amis sur Foursquare et à chaque fois que votre ami va, par exemple, à l'hôtel X, il va faire son check-in sur Foursquare. Donc, il va diffuser à tous ses amis que présentement, il est arrivé à l'hôtel. Et la personne qui a le plus de check-in au même endroit devient le maire de l'endroit. Et on voit qu'il y a certaines entreprises qui ont développé en fait des stratégies Foursquare et des promotions comme je vais vous le montrer là et dans l'autre exemple suivant. Donc, merci Mathieu pour la précision tant qu'à Foursquare, parce que c'est certain, c'est peut-être pas tout le monde qui connaît. Donc voilà pour Chicago. Donc, eux ont vraiment créé des itinéraires touristiques et une fois que le voyageur, par exemple, avait collecté 4 endroits qui étaient reliés au blues, en fait, il décrochait le badge Chicago Blues et étant donné que c'est un jeu, les gens qui utilisent Foursquare, c'est comme une récompense pour eux d'avoir un badge, donc c'est comme une fierté. Même s'il n'y a pas de promotion là, ou de rabais qui est relié à ce badge-là, ça a quand même une grande valeur sentimentale, je pourrais dire, pour eux. Donc, ensuite, toujours avec Foursquare, donc un exemple plus au niveau des musées. Je ne sais pas si vous connaissez le musée de Brooklyn. En fait, eux ont utilisé Foursquare, mais d'une manière différente. En fait, ils ont utilisé leurs employés pour devenir un peu des ambassadeurs du musée de Brooklyn. Donc, ces employés-là donnent des conseils aux gens sur Foursquare. Donc, une fois que vous checkez in au musée, vous voyez tous les conseils. Et tout ça, ça l'aide à guider le visiteur là, finalement à travers les meilleurs endroits du musée de Brooklyn, donc ce qui est quand même assez intéressant. Et il récompense le maire également. Donc, une fois par semaine ou une fois par mois, le maire, en fait, a une passe annuelle pour le musée de Brooklyn. Donc, ce qui crée une sorte de compétition, concours là, à la mairie. Et généralement, là, les blogueurs vont parler de cette initiative-là, également hors ligne. Donc, ça peut avoir des retombées intéressantes là, au niveau des relations publiques. Ah oui, le maire, en fait, c'est la personne qui fait le plus de check-in au même endroit. Donc, par exemple, pour ici, on a un maire, donc c'est la personne qui a fait le plus de check-in. C'est Ludovic, je crois. C'est Ludovic. Je ne veux pas dénoncer. Donc Ludovic, peut-être qu'il sort dehors, prendre une cigarette, puis il refait son check-in. On ne sait pas. Mais bon, donc Ludovic est rendu maire de l'endroit, mais je ne crois pas qu'il y a de promotion là, avec le palais Beaumont. Mais bon, ce serait peut-être à discuter. Également, au niveau de YouTube, je ne sais pas si vous connaissez bien la destination au Brésil, bien sûr, on en a parlé beaucoup hier, mais eux ont fait un partenariat avec YouTube. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on découvre la destination, donc via cette vidéo-là, donc c'est vraiment les highlights, là, si on veut, de la destination Brésil. Et à chaque fois, c'est géolocalisé sur la carte. Donc, par exemple, si vous êtes un voyageur qui est en mode planification de voyage, bien c'est intéressant parce que vous pouvez rapidement voir en un coup d'œil, puisque le Brésil c'est quand même assez grand, c'est où les endroits où vous voulez aller selon là, les attraits là, qui vous ont le plus interpellé. Donc, ça c'était une initiative aussi intéressante au niveau du Brésil. Ouais, juste un petit complément parce qu'il y a aussi le Québec. Justement, oui, qui a fait sa chaîne Tourisme Québec, mais bon, là on est en Amérique et on vous a déjà parlé de Montréal, donc on voulait vous parler aussi du Brésil. Mais c'est vrai que c'est une tendance, on va dire, qui se fait de plus en plus, où les destinations investissent sur YouTube et qui en fait se comportent comme un vrai site internet. Hein. Si on voit les menus destination, testimonial, promotional, c'est un vrai site internet. Alors, pour information, je crois il y a un ticket d'entrée à 25 000 €, donc ça écrème un petit peu quand même, mais après ça peut rentrer dans une stratégie aussi de présence sur le web à partir du moment où on a des belles vidéos et qu'on souhaite les mettre en valeur. Signer un partenariat comme ça avec YouTube, ça peut être intéressant. Effectivement, puis rien n'empêche également d'avoir sa chaîne YouTube sans voir la géolocalisation sur la carte et sans avoir à payer. Donc, vous pouvez juste changer le fond, la personnaliser, puis ça coûte absolument rien. Donc, on enchaîne avec l'Europe dont Mathieu va nous parler.
Oui, donc après ce tour d'Amérique, on va passer en Europe. Alors on en a parlé un petit peu hier, mais peut-être pas en rentrant tellement dans le détail. C'est vrai que cette opération-là, vous l'avez peut-être vue, c'était assez impressionnant en fait. C'est la Suisse, donc Suisse Tourisme, qui a organisé, enfin qui a mis en place une vidéo sur Facebook, enfin via Facebook. En fait, quand on clique voir le film, alors ici je peux pas le faire, mais parce que l'opération n'est plus en ligne, mais quand on cliquait voir le film, la vidéo demandait d'accéder à son compte Facebook et donc du coup d'accéder à des éléments de son compte, des photos, etc. Et puis ensuite la vidéo qui était jouée reprenait ces éléments dans la vidéo, donc c'était intégré directement dans la vidéo. Techniquement, c'est assez fabuleux, assez saisissant. On a vraiment l'impression que Sebi et Paul, donc qui sont les deux ambassadeurs, on va dire, de la Suisse, pas forcément du plus jeune âge, mais en tout cas, ils représentent bien leur pays. Sebi et Paul, en fait, voilà, et on échangeait avec Sebi et Paul ils sont dans dans un café en fait, où ils ont leurs ordinateurs connectés en Wi-Fi. Et c'était assez marrant parce qu'en fait finalement ils ont pris le contre-pied total en s'adressant donc aux gens qui sont connectés finalement sur Facebook et en leur proposant finalement de gagner, donc avec cette vidéo il y avait aussi un jeu concours, de gagner des vacances déconnectées en Suisse dans un chalet sans connexion internet. Donc c'est vrai que c'est assez marrant l'angle d'attaque puisque finalement on s'adresse à des gens qui sont en permanence connectés pour leur proposer justement une semaine de déconnexion, un petit peu de sevrage. Et puis c'était assez hallucinant. Moi, la vidéo, techniquement, je sais pas le prix que ça a coûté, mais je pense que c'était des budgets assez conséquents parce que c'était vraiment techniquement impressionnant. Mais la Suisse, ils sont très forts. Ils font sur Facebook, je crois qu'ils ont une grosse communauté. Donc, en plus, l'avantage, c'est qu'ils sont francophones, donc c'est facile de suivre. Moi, je vous recommande quand même de vous abonner à leur page Facebook parce qu'en termes de bonnes pratiques, ça peut être aussi inspirant. Alors Visit Britain a fait aussi une utilisation assez intéressante de Facebook. Alors là, c'est Facebook Places, donc c'est la version Facebook en fait lieux. Voilà, c'est les places, les lieux qui sont inscrits dans Facebook. Donc on peut se checker aussi sur des lieux, un petit peu sur le même principe que Foursquare. On est quelque part, on a envie de dire à ses amis qu'on est quelque part. Donc on peut se géolocaliser sur ce lieu-là via Facebook. Alors l'intérêt aussi, l'intérêt, et le risque, c'est qu'on peut aussi identifier des amis sur ce lieu. Donc des fois, ça peut être un peu dangereux. Si genre je suis identifié au bar Coconuts à 3h du matin, voilà, c'est pas forcément, j'ai pas envie forcément que mes amis le voient. Bon après, il y a les réglages de confidentialité qui le permettent. Mais bon, oui, effectivement. Voilà. Mais ça pourrait être dommageable pour ta e-réputation. Voilà, tout à fait. Ouais. J'y tiens. Non, mais bon voilà. Alors le fait de se checker sur Facebook, en fait, eux, ils l'ont intégré. Alors à gauche, c'est leur, à droite. Non, oui, c'est ça. À droite, c'est leur page Facebook, donc où ils ont une application et un onglet dédié sur les 50 places qu'ils ont estimées les plus pertinentes et les plus importantes et les plus représentatives finalement en Grande-Bretagne. Et puis sur la gauche, ils ont intégré via l'API de Facebook en fait le module directement sur leur page. Donc c'est le listing en fait des activités qu'on peut faire, mais sur le site de Visit Britain. Et le gros intérêt en fait, c'est que je peux voir directement sur le site de Visit Britain parmi mes amis lesquels finalement sont déjà allés sur le lieu. Donc là du coup j'ai Buckingham Palace. Donc je peux savoir en fait que mon ami, je ne vais pas le dénoncer parce que peut-être il veut pas que je le dise, est allé à Buckingham Palace. Et du coup je vais pouvoir peut-être rentrer directement en contact avec lui pour lui demander son avis, etc. Donc c'est une utilisation qui est vraiment intéressante parce que du coup la page des activités, bien sûr, sur le site de Visit Britain est personnalisée en fonction de mes amis. Moi je vais voir ça, mais vous n'allez pas voir du tout la même chose puisqu'on n'a pas forcément les mêmes amis. Donc c'est une personnalisation sociale, on va dire, de leur site en utilisant le module Facebook Places qui est vraiment intéressante. Bon, je fais pas de l'auto-promo, mais c'est plus facile de parler aussi des choses dont on a l'expérience. Ouais, juste un petit rappel quand même, parce qu'on voit beaucoup de jeux concours sur Facebook. Il y a quand même des règlements qui sont maintenant assez connus, mais c'est toujours bien de faire un petit rappel. Voilà, vous n'avez pas le droit d'organiser un jeu concours, par exemple, en disant mettez des photos sur votre mur et celui qui a le plus de j'aime gagne.
Aujourd'hui, ça c'est pas permis, il faut le savoir. Il y en a beaucoup qui le font. Alors c'est un risque à prendre, certes, mais le risque, ça peut être une fermeture de page. Donc c'est quand même dommage si on investit sur ces médias-là et qu'on se fait fermer la page après, parce qu'on respecte pas les règles. Et puis il y a des règles aussi bien françaises là. Quand on fait un jeu concours, il y a la loi de 1800, je sais pas combien, bon, elle est un peu vieille, mais elle est toujours en vigueur. On doit faire déclarer à l'huissier le règlement, etc. Donc c'est pas si simple que ça de faire un jeu concours sur Facebook. Ceci dit, en termes de retombées, c'est quand même assez intéressant. Donc nous, on avait fait un petit jeu concours, un peu pour tester aussi, hein, donc on n'a pas investi comme l'a fait la Suisse, comme l'a fait la Grande-Bretagne, aussi on joue pas tout à fait dans la même catégorie, pour être honnête. On avait fait un petit jeu concours, donc il s'appelle Auvergne Quiz Escapade. Alors en fait, c'était un quiz, mais avec un côté un peu ludique, dans le sens où on avait un personnage qui avançait, et il fallait appuyer sur la touche espace pour le faire avancer le plus vite possible. Donc c'était un peu, voilà, il fallait un peu s'engrainer. C'était assez rigolo. C'était pas très complexe. L'idée, c'était aussi parce que le danger finalement des jeux concours, c'est aussi de recruter, ou de cibler des gens qui sont essentiellement intéressés par les jeux concours, parce qu'il y a des plateformes en ligne où on s'inscrit juste pour participer à des jeux concours, et c'est pas forcément des gens qui sont après intéressés par la destination. Donc en termes de fidélisation, c'est pas du tout intéressant. Donc on a vraiment voulu faire un jeu qui finalement mette en valeur la destination pour éviter de recruter ou d'avoir après des fans qui soient pas du tout intéressés par la destination. Donc Puis je pense que c'est intéressant parce que généralement, les blogueurs, tout ça, vont parler de ces jeux concours-là. Donc, il y a des retombées ailleurs sur le web, mais peut-être même hors ligne, s'il y a des articles qui se sont écrits là-dessus. Aussi, et puis on voit bien que la courbe, alors elle est en bas à droite, là, on voit pas très bien, mais il y a eu vraiment une hausse des fans, je crois on a doublé. Donc c'est quand même des opérations qui sont intéressantes. Alors après, si on le ramène au coût par fan, ça peut être intéressant aussi. C'est un petit exercice qu'on peut faire. Voilà, il n'y a pas de secret. Je crois que c'était 5 000 € l'application, et peut-être on a gagné 2000 fans. Donc ça fait peut-être, ça fait 2,50 € le fan. Après, la valeur d'un fan, elle se discute en fait. Parce qu'on n'est pas sur Google à l'achat au mot-clé et sur la conquête, on est sur la fidélisation. Donc forcément, quand on fidélise, ça coûte un petit peu plus cher. Donc 2,50 € le coût d'acquisition, ça peut paraître cher, mais on n'est pas vraiment sur l'acquisition, on est plutôt sur la fidélisation. Donc vraiment la différence, il faut la faire, et c'est pas forcément du coup un mauvais investissement. Alors ça, c'est le parc Astérix, donc on passe un peu au côté privé aussi parce que c'est intéressant. Eux, ils ont joué sur deux tendances en fait du web, on va dire. La première, c'est le fait de se grouper finalement. Alors c'est le plus connu, c'est Groupon. Plus on est finalement, en fait, Groupon fonctionne un petit peu à l'inverse. Ils vous proposent un deal, un bon plan, un rabais important, et en fait, pour pouvoir bénéficier de ce rabais, il faut un minimum de gens qui s'inscrivent. Si il ne remplit pas le quota, vous n'avez pas le rabais. Bon, ceci dit, généralement ça cartonne parce que c'est des fichiers clients qui sont importants et puis c'est des rabais qui sont importants, du coup c'est toujours intéressant. Donc voilà, ça c'est vrai que c'est un vrai phénomène aussi aujourd'hui d'achat groupé finalement avec des gens qu'on ne connaît pas forcément. Mais du coup, ce qui est intéressant avec le parc Astérix, c'est qu'eux, ils ont joué sur cette fibre-là avec Facebook. Donc là, on se groupe finalement avec des amis, pas avec des gens qu'on connaît. Donc c'est une application sortie entre amis. Donc c'est assez simple en fait. On choisit une date. Voilà, j'ai envie d'aller tel jour au parc Astérix. J'invite des amis. Donc je choisis parmi mes amis lesquels veulent venir. Et finalement, plus d'amis j'invite et le plus viennent le jour sur place, et le moins je vais payer. Donc c'est vrai que c'est une application qui est assez intéressante parce qu'elle est virale et puis en plus du coup on paye moins cher son billet. Donc je trouve vraiment une bonne idée. J'ai pas encore vu de retombées là-dessus, mais je trouve que l'idée est assez pertinente. Alors ensuite on a Instagram. Alors je sais pas si vous connaissez Instagram. Je ne sais pas si je le dis bien d'ailleurs, mais c'est un site de partage de photos. Donc en fait, on prend des photos avec son téléphone portable, et puis c'est un réseau social de photos. Donc ça, c'est le Be My Baby, qui est une agence un low cost, je crois, en Grande-Bretagne, qui fait des vols réguliers vers l'Italie pour lancer en fait son activité, à utiliser le site Instagram. Et en fait, en gros, on prend des photos et on les partage avec le hashtag Mia Italia.
donc voilà, Mia Italia, voilà, Mon Italie. Et du coup, ça a généré un fort trafic et une forte retombée, parce que le hashtag a été beaucoup utilisé, et du coup, en termes de visibilité, Be My Baby a eu un vrai retour, je pense, sur investissement, avec aussi des fonds photos intéressants qui ont mis en valeur la destination, et du coup, c'était au service aussi de l'utilisateur. Alors ça, c'est intéressant aussi peut-être pour les professionnels s'il y en a dans la salle, ou en tout cas si vous avez l'occasion de les côtoyer, mais l'hôtel Bristol, je trouve, a une stratégie vraiment intéressante sur Twitter. C'est un des rares hôtels, je trouve, qui l'utilise bien. Donc c'est pour ça que je voulais en parler. Il l'utilise avec 3 leviers principaux, on va dire. Le premier, c'est le service client. C'est un vrai service client. On envoie un tweet, on a une réponse. J'avais vu même, ils s'intéressent à leurs clients en envoyant des tweets en leur disant est-ce que vous êtes bien arrivé, est-ce que vous êtes bien rendu chez vous. Donc c'est vraiment intéressant. Alors il parle en français et en anglais sur le même compte. L'aspect promotionnel, donc il y a des promos qui sont réservés spécialement pour les abonnés à ce compte Twitter. Donc c'est vrai que ça marche bien sur les hôtels par exemple, ça marche peut-être un peu moins bien sur les destinations. Mais sur les hôtels, en tout cas je pense que c'est une bonne idée. Et puis les bons plans. Alors les bons plans, ça peut aller des sorties qu'il y a à faire à proximité jusqu'au menu qu'il y a aujourd'hui là avec le plat du jour, la pavé de rhum steak. Donc c'est vrai que ils ont une stratégie sur ces 3 leviers et je trouve qu'ils l'utilisent bien. Un des rares hôtels, parce qu'il y en a beaucoup sur Twitter, mais qui finalement n'ont pas une utilisation aussi pertinente. Tu nous amènes en Océanie ? Oui, donc je vous amène en Océanie. On a 2 exemples à vous présenter. Premièrement, c'est l'exemple de Intrepid Travel. Ils ont gagné un prix récemment pour leur page Facebook, qui permet en fait de consulter directement les types de voyages, donc de rechercher par type de voyage. Donc on voit ici en haut selon le budget, selon la région, selon le nombre de jours et tout ça. Donc, on peut consulter directement. Puis, c'est intéressant si on clique sur le bouton Map. Donc, on peut vraiment voir l'itinéraire au complet. Puis, on peut même remplir un formulaire directement, là, tout en restant dans l'interface Facebook pour demander plus d'informations sur ce voyage. C'est quand même assez intéressant. Puis, ils ont aussi un volet qui permet de connaître les voyageurs avec qui vous allez être dans le tour. Parce que Intrepid Travel organise en fait des tours d'environ 15-20 personnes ou même plus. Et généralement, lorsque l'on book, on ne sait pas avec qui on va être. Donc, si vous voulez savoir avec qui vous êtes, donc il y a un onglet spécifique sur la page Facebook qui a été développé en fait et qui permet de voir, par exemple, avec qui vous allez voyager. Ou du moins de demander la question directement. Voilà, ça c'est un exemple intéressant de page Facebook qui va un peu plus loin que la page Facebook traditionnelle. Qui répond peut-être aussi à une tendance du social commerce, en fait, du Facebook commerce, du F-commerce. Oui, effectivement. Par contre, c'est pas possible de booker directement sur la page Facebook, donc vous êtes redirigé vers le site de Intrepid Travel. Mais oui, effectivement, le F-commerce, au niveau du tourisme, il y a quelques exemples qui sont intéressants, puis il y en a qui vont vers ça, tout dépendant là, de votre stratégie et de vos objectifs. Par la suite, on a également Tourisme Australie, qui est quand même assez innovateur au niveau des médias sociaux. Donc, eux ont décidé de créer une application qui est basée sur les locaux. Donc, ils ont demandé aux Australiens directement de soumettre des photos de l'Australie, des expériences de voyage qu'ils aimaient le plus. Et ils ont créé une application directement basée sur ces photos-là des Australiens, sur les suggestions. Donc, ce qui vient chercher un peu l'approche locale dont je vous parlais tout à l'heure. Et donc, ils ont utilisé leur communauté pour générer des photos, mais également, ils ont récompensé leur communauté Facebook pour avoir fourni ces contenus-là. Donc, en fait, ils ont directement donné accès à l'application, à la communauté Facebook avant qu'elle soit lancée directement sur l'App Store. Donc, ce qui est quand même assez intéressant.
Et l'application a été téléchargée plus de 20 000 fois dans les 3 premières semaines du lancement. Donc voilà, ça a eu quand même un succès considérable, mais il faut dire, bon, c'est l'Australie, c'est un pays au complet, donc il faut quand même relativiser là, lorsqu'on parle de région d'un pays également, mais je crois que c'est une bonne pratique pour bien savoir comment utiliser sa communauté et comment récompenser là, sa communauté pour développer des applications mobiles. Donc, par la suite, Mathieu nous amène en Asie. Voilà, bon, on va finir sur l'Asie en fait. Alors ça n'a pas été facile en Asie parce que moi je parle pas les langues asiatiques, donc c'est un peu compliqué. Du coup, ben, simplement un exemple parce qu'ils parlent en anglais, mais ils sont très forts aussi. Alors c'est vrai que Twitter est de plus en plus utilisé par les compagnies aériennes. Aujourd'hui, on le voit aussi sur Air France, qui d'ailleurs ont eu une réaction de s'inscrire sur Twitter, enfin de se mettre un peu plus sur Twitter après le fameux nuage, parce qu'ils ont eu des retours de clients assez importants sur le compte Twitter, mais sauf qu'ils n'étaient pas préparés à cet afflux-là. Et du coup, ils se sont organisés assez bien quand même maintenant, KLM et Air France, et ils sont assez performants, ça fonctionne bien. Si vous avez un souci sur votre billet, etc., vous pouvez vous adresser à eux directement via Twitter. Alors AirAsia, en fait, l'avait fait avant. Aujourd'hui, c'est un des plus gros comptes sur Twitter, enfin en tout cas dans le tourisme, puisqu'il y a 200 000 ou non, je sais plus, 300 000, j'arrive même pas, 300 000 abonnés. Ils ont une utilisation vraiment intéressante. En fait, voilà, c'est un service client en direct. Après, voilà, ils ont personnalisé aussi leur page, ils sont vraiment allés jusqu'au bout. Et en tout cas, c'est une utilisation de Twitter qui est vraiment intéressante. De plus en plus, les compagnies aériennes s'y mettent. Et c'est vrai que c'est un média qui est facile parce que voilà, quand on est en mobilité, etc., on n'a pas forcément le loisir de taper un email. Quand on est dans un aéroport, par exemple, c'est plus facile de taper un message de 140 caractères et d'avoir une réponse instantanée plutôt que d'appeler aussi sur un service client au téléphone qui est peut-être saturé, etc. Donc ça permet aussi à ces opérateurs-là de gérer un peu mieux le flux de questions. Et puis c'est toujours plus facile finalement de répondre à une question de 140 caractères qu'un client qui se plaint pendant 10 minutes au téléphone. Voilà. Donc c'est vrai que l'outil est quand même super intéressant en termes de service client. Alors après, dans le tourisme en France, je dirais qu'on n'est pas, on n'est peut-être pas sur cette stratégie-là. C'est plus de la promotion. Twitter est plus vu comme un outil de promotion. C'est sans doute une erreur parce que c'est avant tout un outil de dialogue. La preuve avec AirAsia. Ça, c'est le Japon. Alors, le Japon, ils ont fait un coup de bluff, ou pas en fait, puisqu'ils ont dit, bah voilà, suite aux différents incidents qu'il y a eu avec le tsunami, la catastrophe nucléaire, etc. Donc, c'est vrai qu'ils ont un peu chargé. Du coup, ils ont promis 10 000 billets d'avion pour des blogueurs. Donc 10 000 billets d'avion. Je ne connais pas exactement le prix du billet d'avion pour aller au Japon, mais j'imagine que c'est pas donné. Donc ça nécessite un petit budget, on va dire. Pour l'instant, c'est soumis au ministère voilà, au niveau du ministère pour le vote du budget. Donc voilà, c'est pour ça que je dis que c'est peut-être incertain aujourd'hui, mais en tout cas, ils ont fait un beau coup de pub. Bon, ceci dit, après sur place, il faut payer quand même son activité, ses hébergements. Mais c'est intéressant quand même, parce que demain, s'ils ont 10 000 blogueurs qui parlent de la destination du Japon en même temps, je pense qu'on va voir que le Japon sur le web pendant un petit moment. Donc c'est vrai que c'est un coût médiatique, mais si c'est vraiment opérant par la suite, ça peut être un vrai coup de com' intéressant. Puis le fait d'utiliser les blogueurs, évidemment, bon, je vais pas vous expliquer l'intérêt des blogueurs, mais c'est aussi de relayer un message auprès d'autres communautés qui ciblent pas forcément. Alors la Chine, c'est un peu particulier parce que la Chine, il y a beaucoup d'utilisateurs, beaucoup d'internautes et beaucoup d'utilisateurs des réseaux sociaux. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la Chine bloque la plupart des outils que nous on connaît, Twitter, Flickr, Facebook, YouTube. Tout ça, ça n'existe pas en fait en Chine. Donc c'est vrai que si on a une stratégie pour aller toucher les internautes chinois au niveau des médias sociaux, ça implique quand même une certaine expertise. Alors on n'a pas trouvé beaucoup d'exemples. Le plus pertinent, c'est le Canada, en fait, la Commission canadienne du tourisme. Voilà.
poco.cn, c'est l'équivalent de Flickr. Alors, vous voyez que je vous avoue que je suis pas allé beaucoup plus loin parce que de toute façon je comprends pas ce qu'il y a après la page. Mais en tout cas, voilà, ils ont quand même investi. Ce qui est intéressant, c'est de voir que, voilà, c'est d'investir ces médias sociaux. On les connaît pas forcément. Alors je ne sais pas exactement comment il fonctionne celui-là, mais je voulais en profiter aussi pour dire un petit mot sur Flickr, parce que celui-là on le connaît bien en France et certaines destinations touristiques l'utilisent. Alors je parle en plus, nous on l'utilise pas encore en Auvergne, donc c'est encore plus facile d'en parler. Mais c'est vrai que beaucoup l'utilisent mal en fait. C'est pas une critique, mais c'est juste une constatation. Parce que Flickr c'est aussi un réseau social, c'est pas juste un espace où on met des photos et on dit merci au revoir. C'est un vrai réseau social. Alors certes, l'interactivité elle est plus difficile à générer que sur Facebook où on a plus de viralité. J'allais dire c'est plus facile à générer de la viralité, mais il faut pas oublier aussi que ces outils-là, ces outils de partage de photos, c'est des réseaux sociaux. On peut commenter, on peut partager, voilà, il y a plein de choses à faire. Alors c'est pas forcément les mêmes stratégies parce que c'est pas les mêmes outils qu'il y a derrière, mais je voulais juste dire qu'il faut pas oublier que ces outils-là c'est des réseaux sociaux et qu'il faut essayer de les utiliser tels quels, parce qu'aujourd'hui si on va sur les principales pages de destination, etc., on s'aperçoit que la visibilité est pas terrible honnêtement. Mais parce que derrière il n'y a pas de logique d'interactivité et d'échange avec les internautes. Donc j'en profite pour passer un petit message. Alors ça c'est pas forcément un réseau social en soi, mais c'était un petit jeu assez sympathique de la Commission canadienne du tourisme aussi, où finalement ils utilisaient la cartographie et donc avec un petit avion qu'on voit là sur la droite, et c'était un petit jeu, donc il fallait remplir avec du kérosène, etc. On jouait avec les touches du clavier aussi, donc c'était assez viral, c'est pour ça qu'on l'a mis dans le type des réseaux sociaux, mais c'est plus sur la viralité, et en tout cas c'était intéressant peut-être d'appuyer sur cet aspect cartographie, parce que c'est vrai que le Canada et la Chine c'est quand même un peu à l'autre bout du monde, donc c'était intéressant je trouvais d'avoir cette approche là. Et je crois qu'on va finir notre petit tour du monde. On est allé un peu vite pour essayer d'atteindre les temps, mais après, bon, c'est aussi les ateliers, c'est aussi l'échange. Donc on a laissé un petit peu de temps pour les questions. Donc Karine, tu nous amènes en Afrique pour le dernier vol. Oui, donc je vous avoue que trouver un bon exemple innovateur d'utilisation des médias sociaux en Afrique, c'était pas très facile. Donc, j'ai trouvé l'Afrique du Sud, en fait, qui ont développé une application mobile pour les voyageurs qui arrivent à destination. Et en fait, cette application-là permet de partager ses photos, ses vidéos, ses récits de voyage avec ses amis. Donc, d'où le volet social, là, en fait, de cette application-là, qui vient un peu chercher ce que je vous ai présenté tout à l'heure avec l'Australie. Mais dans un mode là, un peu différent. Donc, c'était le seul exemple qu'on avait en Afrique du Sud, donc pour notre tour du monde. Donc, si vous avez des questions, je vous invite à les poser pour qu'on puisse y répondre. Ouais, je voulais juste finir après sur un dernier mot, pour le mot de la fin en fait, parce qu'on vous a présenté beaucoup de choses, alors après il y en a qui sont peut-être plus ou moins intéressantes pour vous, mais le but d'un benchmark, je l'ai un peu dit hier, mais c'est innover, c'est copier en mieux. Alors c'est peut-être de s'inspirer de ce qu'ont fait les autres finalement pour faire des applications aussi pertinentes chez vous, sur vos territoires, parce que c'est aussi ça. Je vous invite à lire d'ailleurs cet article très intéressant de la copie au service de l'innovation. C'est vraiment ça, quoi. L'idée qu'on a voulu vous transmettre, c'est inspirez-vous de ce qui existe pour faire mieux chez vous. Voilà. Après, c'est vrai que je trouve qu'on n'est pas si mauvais en Europe en fait. Quand on voit en termes d'application, on a vu qu'on avait un petit peu plus de mal après sur la fin à trouver des exemples sur d'autres continents. En Europe et en Amérique, finalement, on s'aperçoit, l'Amérique forcément parce que c'est un peu le berceau des réseaux sociaux, on va dire. Mais en Europe, on voit qu'on est assez inventif aussi et qu'on peut créer des applications intéressantes en termes de réseaux sociaux. Et vous avez sans doute des idées peut-être à venir et des prochaines applications qui vont s'inspirer de ça et qui vont révolutionner peut-être un petit peu les réseaux sociaux, et on pourra s'en inspirer pour un prochain benchmark peut-être.
Alors oui, on fait un peu d'autopromo, mais voilà, c'est le blog itourisme.info. Et puis après, on est à votre disposition, comme le disait Karine, si vous avez des questions par rapport à ça, si vous avez vu peut-être d'autres choses qu'on n'a pas présentées ici et qui vous semblent pertinentes à partager avec le public. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions, des interrogations au fond? Alors on va peut-être faire l'effort parce que sinon je vais apporter le micro. Il faut faire animateur, présentateur. Parce que sinon ça va être compliqué. Alors, qui c'est qui voulait poser une question? Ah voilà. Donc bonjour, j'ai 2 questions. Concernant Facebook Places, est-ce que c'est une application gratuite de Facebook qu'on a vue sur Visit Britain? Est-ce une application gratuite? En fait, l'application Facebook Places en soi est gratuite. Par contre, l'application qu'ils ont développée pour faire le top 50 des endroits où visiter, ça a un coût. Donc, il faut engager un programmeur là, en fait, qui va faire cette application-là. D'accord. Et une deuxième question rapidement, concernant les jeux concours sur Facebook, peut-on obliger les gens à liker la page pour jouer? Pour les jeux, c'est une bonne question. Je crois que oui, mais maintenant, sur les pages Facebook, les gens peuvent interagir sans devenir fan nécessairement. Donc, pour les jeux, en fait, généralement, ça passe par une application. Donc, oui, je crois qu'il faudrait être fan. Oui, on peut les obliger, ouais. Après, c'est une stratégie aussi, quoi, parce que quand on oblige, c'est pas forcément aussi toujours pertinent. Ouais. Ceci dit, nous pour l'Auvergne, on l'avait fait, parce que voilà, le but c'était aussi de générer des fans. Donc si après ils aiment pas la page, ils sont pas fans. Donc du coup, on n'atteint pas forcément l'objectif, quoi. Mais après, il peut y avoir effectivement certains qui se disent non, c'est quoi, je suis obligé de devenir fan, se sentir un peu étranglé. Du coup, honnêtement, moi je pense que c'est bien quand même d'impliquer et de faire en sorte qu'ils aiment la page, parce que c'est aussi ça l'objectif, quoi, qui est recherché. Donc, il y a une autre question en avant. C'est qui? C'est Nicolas? Nicolas de Mon Nuage. Bonjour. C'est pas forcément une question, c'est un témoignage. Donc, je suis avec Gérald de l'agence Léon Travel et je travaille pour Mon Nuage. On s'est associés pour la relance de l'Égypte. Vous connaissez la page peut-être Sourire d'Égypte qui a été lancée il y a 2 mois. L'Égypte est en situation de relance complète suite aux événements de cet été. Et donc on a lancé une page suite à un reportage en Égypte où on est allé créer du contenu en fait à destination de Facebook. Donc l'objectif là c'est qu'une page Facebook, l'Égypte a toujours beaucoup de contenu, beaucoup de photos, il y aura toujours du contenu à diffuser, mais pour la relance on avait besoin de contenu unique, exclusif, et par conséquent on est allé filmer des sourires d'Égypte, des sourires d'Égyptiens. Et donc on a fait des capsules vidéo qui sont diffusées sur un mur. Donc c'est une application Facebook qui accueille les internautes qui passent sur cette page et qui leur donne envie de devenir fans, mais par le contenu, en regardant des vidéos d'Égyptiens qui accueillent les gens, qui leur disent venez nous voir en Égypte. Et cette application, donc bien sûr, n'est pas un concours, donc ça permet d'avoir des fans de qualité, puisqu'il n'y a aucune motivation derrière à part le plaisir. Et j'insiste beaucoup sur quelque chose qui est vraiment périphérique au concours. Il y a une alternative au concours, c'est le call to like. Le call to like, donc c'est appeler à liker, avec donc des onglets d'accueil personnalisés qui permettent vraiment d'accueillir les gens de façon agréable et de les inciter très 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 fortement à devenir fans pour découvrir des choses. Donc il y a plein de techniques de call to like, soit par le design, soit par un petit jeu rigolo, soit par des contenus exclusifs. Par exemple, il y a Sony Ericsson qui masque certaines parties, certaines offres, des remises sur les téléphones, tant qu'on n'est pas fan. Et pour répondre à la question, oui, on peut parfaitement réserver un concours uniquement aux fans d'une page, même si aujourd'hui on peut interagir avec une page sans être fan. C'est tout à fait légal de nécessiter d'être fan. Voilà. Donc les onglets d'accueil personnalisés, c'est bien, et le contenu, c'est encore mieux. Surtout quand on est dans des problématiques comme ça. Si je peux me permettre, bonjour, de compléter le témoignage de Nicolas. Ce qui a fait le succès de la page Sourire d'Égypte,
c'est pas l'utilisation de Facebook, c'est l'idée d'aller filmer des vrais sourires d'Égyptiens et d'utiliser Facebook, qui, comme vous le savez, a été beaucoup utilisé par les Égyptiens pour leur printemps, pour leur révolution. Mais ce qui a vraiment été une des clés du succès, c'est l'idée créative et l'utilisation de la plateforme Facebook avec cette idée. C'est aussi d'avoir travaillé avec toutes les parties prenantes, c'est-à-dire avec une dizaine de tour opérateurs qui se sont associés à l'opération en apportant eux aussi un sourire, etc. Et le call to action, c'était l'Égypte vous sourit, souriez-lui en retour. Et en retour, c'est-à-dire simplement en cliquant sur like. Et on se rend compte qu'il y a une vraie dimension sociale de cette destination, avec des vrais fans, et on a été surpris par la passion, par l'implication énorme des internautes. Voilà, petit témoignage. Merci beaucoup. Donc, c'est un bel exemple de l'Afrique. Moi, je vais avoir deux questions. Alors, on a vu que pour faire à propos de Facebook Places, il faut développer des applications comme Visit Britain pour faire un peu des animations. Et sur Foursquare, je voulais savoir si c'était le même principe. Est-ce que c'est payant ou est-ce qu'on peut construire une animation gratuitement pour faire bouger les gens sur un territoire, par exemple, et les faire checker à différents endroits? En fait, tout type de promotion ou presque est gratuit sur Foursquare. Donc, vous pouvez intégrer des conseils, donc des tips, comme ils appellent sur Foursquare, par rapport à votre entreprise. C'est possible également de donner des promotions aux meilleurs. Donc, au maire directement, ça, c'est gratuit également. Vous pouvez également faire des types de promotions. Par exemple, la première fois qu'une personne check-in à un endroit, vous lui donnez un spécial, une promotion. La deuxième fois, la troisième fois. Donc, il y a différents types de spéciaux que vous pouvez intégrer, puis tout est gratuit. Le seul élément qui est payant, en fait, c'est si vous voulez créer un badge, un peu comme je vous l'ai montré tout à l'heure avec Chicago, il y a des frais par rapport à ça. Donc, au début, lorsque Foursquare n'était pas très, très connu, c'était gratuit. Par contre, donc, il est possible là, que Chicago n'ait pas eu besoin de payer. Mais par contre, aux dernières nouvelles, c'est environ 15 000 $ pour un badge personnalisé. Là. OK. Et j'avais une deuxième petite question. Est-ce que vous conseillerez plutôt d'utiliser Facebook Places ou Foursquare pour faire ce genre de choses en France? Est-ce que Foursquare est assez connu et utilisé en France, ou est-ce que ça prendrait pas? J'ai fait une promotion Foursquare sur un premier check-in avec une réduction sur de la billetterie. J'ai eu personne pour l'instant, hein, donc ça m'a rien coûté. Et sur 10 mois août, on peut aussi faire des promotions, mais qui sont payantes. Bon, après, c'est vrai que 7 personnes, c'est quand même pas beaucoup, faut être honnête, mais c'est un bon début.
Mais voilà, en fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'utilisateurs aux États-Unis parce que c'est né aux États-Unis. Après, ça se développe de plus en plus en France. On le voit ici. Bon, c'est sûr que le public est un petit peu spécial parce qu'on est déjà un peu ciblé sur les outils, mais ça se développe de plus en plus. Après, j'allais dire, il suffit pas de faire l'application, quoi. En fait, il faut penser aussi à la promouvoir. Et ça, on l'oublie un peu souvent. C'est-à-dire, on crée le truc et puis on attend. Sauf que ça vient pas toujours comme ça, quoi. C'est un peu pareil sur la mobilité, hein, c'est pas forcément une ligne directe, mais faire une application, à un moment donné, si on ne dit pas qu'on a fait une application, ou si on ne dit pas qu'on a fait une application sur les réseaux sociaux tout court, forcément la visibilité elle sera peut-être amoindrie et les résultats ils seront peut-être un peu moins bons, quoi. Il ne faut peut-être pas oublier, voilà, quand on fait une application sur les réseaux sociaux, de consacrer une partie à de la promotion. Par exemple, pour le jeu concours qu'on avait fait sur l'Auvergne, on avait pris une petite partie d'achat de mots-clés sur Facebook pour promouvoir l'application et qu'elle apparaisse à des non-fans, en fait. Parce qu'évidemment, si on l'avait juste mis sur la page d'accueil, aussi efficace soit-elle, on n'aurait peut-être pas eu les mêmes résultats, parce que là, on aurait généré du trafic qu'on génère d'habitude. Donc là, il faut vraiment penser aussi à ça, quoi. C'est quand on crée une application, dédier un budget à la promo. Tout à fait. Je crois que c'est un très bon point de prévoir la formation du personnel à l'accueil sur la promotion Foursquare ou Facebook Places. D'ailleurs, Foursquare offre un papier en fait que l'on peut imprimer et que l'on peut mettre directement à l'accueil pour que les employés, s'ils ne se rappellent plus exactement comment vérifier si la personne a vraiment déclenché le spécial, qu'ils puissent le vérifier là, assez facilement. Voilà, une petite dernière, puisqu'on a fait, en fait. Non, vous n'avez pas fait. Et où Simplement une petite précision, il y a une étude qui vient de sortir sur les utilisateurs Foursquare en France qui est disponible, qui est assez intéressante. Donc avant de se lancer sur Foursquare, finalement, il suffit de connaître à quelle cible je m'adresse, quelle est la provenance des visiteurs de ma destination. Et l'étude est assez précise. Bon, on se rend compte que finalement c'est beaucoup de Parisiens, plutôt CSP+. Donc si ça rentre dans vos cibles, autant aller sur Foursquare, effectivement. Une autre petite chose au niveau de Facebook Places, je ne sais pas trop ce que ça donne outre-Atlantique, mais en tout cas en France, ça n'a pas trop pris, ça ne marche pas trop. Donc est-ce qu'il faut engager du budget là-dessus, développer une application, faire une application ou un onglet dans Facebook dédié à ça, ça reste à voir. Je dirais qu'au niveau de l'Amérique, Facebook Place est beaucoup moins populaire que Foursquare. Puis c'est un bon point que vous disiez tout à l'heure, par exemple pour Paris, c'est très très populaire. Mais ce qu'on remarque avec Foursquare, c'est que c'est vraiment dans les grands centres urbains où les gens vont utiliser Foursquare. Donc par exemple, si vous visez la clientèle de Paris ou si vous visez les marchés américains, Foursquare peut être en fait une bonne application à utiliser pour vous pour faire la promotion. Par contre, si c'est plus au niveau de la France, des régions un peu plus éloignées, ben c'est peut-être pas le meilleur endroit. Par contre, ça reste quand même gratuit, sauf le badge. Donc, c'est quand même quelque chose que vous pouvez créer assez facilement en 5-10 minutes, mettre quelques conseils et tout ça. Et voilà. Et une dernière chose au niveau des jeux concours, avant de foncer, pensez qualité de fan, parce que ça va attirer un nombre important de concouristes. Et je crois que vous faites un atelier cet après-midi sur C'est pas la taille qui compte. Et je pense que ça, il faut vraiment le prendre en compte au niveau des jeux concours. Un maximum de fans seront complètement hors sujet et n'auront aucune valeur ajoutée pour la fanpage. Tout à fait. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions?
Allez, Une dernière. une dernière. Mais c'est vrai que la force de Foursquare, peut-être par rapport à Facebook, c'est l'aspect ludique en fait qu'on n'a pas sur Facebook et ça manque un petit peu. C'est vrai qu'aujourd'hui on n'a pas tellement évoqué le mot, mais la gamification, le fait de jouer en fait, est vraiment une tendance de fond. Et c'est vrai que Foursquare, par rapport à Facebook, a cette force-là, c'est qu'on peut défier ses amis avec des systèmes de points, etc. Et c'est ça aussi qui fait, je pense, le succès. C'est un peu le challenge entre amis, quoi. C'est vrai que Facebook Place, lapsus d'ailleurs, parce que Deals va fermer, mais Places de Facebook, ça n'a pas une plus-value en soi, sauf de dire à ses amis qu'on est là, quoi. Mais bon, l'intérêt est quand même relatif, du coup. Merci, bonjour. Moi, je m'interroge en fait sur la difficulté je dirais, de visibilité d'une stratégie donc spécifique autour des réseaux sociaux, notamment de Facebook, et donc de cette visibilité à travers le site officiel. Qu'est-ce que vous en pensez? En dehors des pictos, Facebook, de l'afficher Pardonnez-moi, j'ai pas bien compris la fin de la question. Ma question, en fait, c'était la difficulté de la visibilité d'un réseau social que l'on développe, sa stratégie, à travers le site officiel. Le lien, en fait. Le lien ou la rupture. Tout à fait. Bien, je pense qu'une fois qu'on a une bonne stratégie dans les médias sociaux, c'est important de l'intégrer au site web et à toutes les communications que vous faites. Pas juste les communications en ligne, mais aussi les communications hors ligne, dans les brochures, tout ça. Sur le site web, ça peut être tout simplement d'intégrer les badges Facebook, Twitter, suivez-nous dans les médias sociaux. Et également, il y a certaines destinations touristiques, par exemple, qui vont même avoir une section du site ou une sous-section qui est vraiment dédiée à présenter les différentes présences sociales. Puis, ils disent également le type de contenu qu'ils vont partager dans ces différents médias sociaux-là. Donc, c'est quand même assez intéressant. Donc, oui, c'est un bon point. Donc, il faut quand même avoir une bonne stratégie sociale, mais il faut bien l'intégrer aussi dans l'ensemble de la stratégie globale en ligne et hors ligne. Bon. Merci à tous. Merci beaucoup. La suite du programme, c'est le repas, et puis après, il y a la reprise des ateliers.